Bienvenue dans Oser parler d'amour, je suis Amanda, psychologue clinicienne, et ici, je t'ouvre un espace vivant d'échange, de discussion et de coaching en direct autour de l'amour et des dynamiques relationnelles. Chaque mercredi à 20h, on se retrouve en live pour mettre de la clarté là où ça s'embrouille, comprendre ce qui se joue dans les relations et surtout repartir avec des clés concrètes, applicables dans ta vie quotidienne. Je t'invite vraiment à faire l'expérience de participer à un live en direct et pour ça, tu peux cliquer sur le lien en description. Et surtout, si cet épisode te parle, un like ou un commentaire aide énormément à faire circuler le podcast. Donc je compte sur vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à parler d'amour ensemble. Je te souhaite une bonne écoute et c'est parti! Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Il y a déjà du monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Céline, bienvenue. Salut Amanda. C'est un plaisir d'être là. Eh ben, écoute, moi je suis très plaisir de t'accueillir pour cette première d'Oser parler d'amour. Je suis vraiment ravie que ce soit toi qui la débute avec moi parce qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on échange beaucoup et voilà. Je suis ravie. Et oui. Écoute, c'est un plaisir partagé. Et, je sais qu'on va passer à la fois un bon moment et à la fois on va apprendre plein de choses et j'espère aussi partager plein de choses aux gens qui ont eu la curiosité de venir nous voir. Donc, ça va être vivant. Ça, j'en suis certaine. Ça va être vivant, ça va être chouette, ça va être interactif. Et d'ailleurs, bonsoir à toutes et à tous dans le chat. Je vois que déjà vous êtes là. Bonne année à vous aussi. Merci pour vos messages de soutien qui me touchent énormément. Et puis, on va passer une bonne soirée ensemble autour des styles et des blessures d'attachement. C'est un sujet dont on a déjà régulièrement parlé ensemble, auquel on s'intéresse l'une et l'autre respectivement. Peut-être avant, j'ai envie de rappeler une règle fondamentale pour moi dans cette émission, et je la rappellerai un certain nombre de fois au début de cette émission. C'est la règle de la bienveillance sans complaisance. Parce que la bienveillance, c'est un terme qui a été assez galvaudé, assez détourné. Pour moi, c'est important d'être attentif à la manière dont on se parle, dont on se dit les choses. On peut se faire des critiques constructives, on peut être authentique et en même temps être dans le respect. Et ça, vraiment, qu'il y ait du respect pour à la fois les gens du public qui prendraient la parole en live, dans le chat entre vous, pour les invités qui vont venir ici chaque semaine et pour moi-même. Ça, c'est vraiment important. Donc, se dire les choses avec respect parce qu'il y a suffisamment de violence à l'extérieur pour que ici on soit dans un espace cocon, contenant et qu'on puisse profiter vraiment ensemble. Est-ce que vous nous entendez bien? Dites-nous dans le chat. Est-ce que à l'image, au son, c'est OK? Je crois que je vais le remettre, moi, le chat, sinon je vois rien. Alors, on a plein de messages. Et il y a toujours Reynald qui anime la salle avec ses blagues. J'adore. Bon, OK. On nous dit que c'est impeccable, donc on va pouvoir commencer. Alors Céline, j'avais envie qu'on fasse un petit tour rapide d'horizon des styles d'attachement d'abord. Ouais. Et puis, ce dont j'avais envie qu'on parle aussi, c'est quel est l'intérêt pour les gens qui nous écoutent, qui nous écouteront peut-être en replay, parce que oui, j'ai eu la question de nombreuses fois, oui, il va y avoir un replay audio, pas vidéo parce que je tiens à la confidentialité quand les gens prennent la parole, mais il va y avoir un replay audio. Donc pour les gens qui nous écoutent, quel est l'intérêt de s'intéresser au style d'attachement pour mieux vivre ses relations? Et notamment si on est en thérapie, mais pas forcément, on peut aussi s'y intéresser même si on n'est pas en thérapie. Voilà. Ok, vas-y. Alors, quel est le tour d'horizon? Est-ce que, je commence par les différents types d'attachement, ou peut-être on peut rappeler ce que c'est ce qu'on appelle un attachement finalement, ou un style d'attachement.
Ce qu'on appelle style d'attachement, on peut le voir comme le modèle sur lequel on se base quand on est en relation. C'est-à-dire que ça, c'est un modèle qui souvent, tu m'interromps ou tu complètes si y a des choses à rajouter, mais ce sont des modèles sur lesquels on est dans le présent aujourd'hui, à l'heure actuelle, en relation avec les autres, que ce soit en famille, que ce soit d'un point de vue amoureux, que ce soit dans les relations amicales. Et souvent, c'est un modèle qu'on a appris et qu'on a construit quand même assez souvent dans l'enfance. Et si on, justement pour venir à l'intérêt de les connaître, si on n'a pas le discernement, si on ne sait pas trop quel type d'attachement on a, parfois on peut se retrouver dans des répétitions, dans des relations, dans des récurrences qui ne nous satisfont pas. Quand il s'agit de modèles et donc de types d'attachement qui sont insécure. Et là, on rentre dans je dirais, l'explication. Il y a différents types d'attachements. Si on fait une grosse catégorie, on dit qu'il y a l'attachement sécure et il y a les attachements insécures. Donc, quand on parle d'attachement sécure, c'est que grosso modo, on a eu un modèle qui est suffisamment équilibré, suffisamment opérant. On a eu une éducation et des figures d'attachement, souvent les parents, mais c'est pas obligé, mais c'est souvent les parents, suffisamment contenants, suffisamment à l'écoute, suffisamment disponibles, pas forcément parfait, mais suffisamment là. Ce qui fait que l'enfant, en grandissant, il apprend qu'on l'écoute, qu'on entend ses émotions, qu'on va répondre à ses besoins, et qu'il peut demander de l'aide, et qu'il peut parler, et qu'il a du soutien, même s'il y a parfois des épreuves, parce que dans la vie, il y en a toujours. Mais il a une réponse suffisamment bonne. Versus les types d'attachement insécures où là, malheureusement, les figures d'attachement, et là encore souvent les parents, même si il y en a d'autres encore une fois, mais souvent les parents, ne sont malheureusement, pour tout un tas de raisons, pas suffisamment là, ce qui va générer des types d'attachement, là qu'on va appeler insécures, il y en a 3. Donc, on peut dire qu'il y en a 3. Est-ce que toi, tu complètes? Oui. Dans les attachements insécures, donc on a l'attachement anxieux, on a l'attachement évitant, et on a l'attachement désorganisé. On va y revenir, mais qui est souvent, qui est pas seulement un mélange de anxieux évitant, qui est une entité vraiment à part entière. Comment ça se manifeste l'attachement anxieux? Alors, on pourrait dire, s'il fallait trouver, moi j'aime bien des fois donner ça, des phrases un peu clés aux personnes que j'accompagne. S'il fallait le résumer dans un premier temps, l'attachement anxieux, c'est un peu au secours, j'ai besoin de toi, quoi. Ou soit tout pour moi. Pas me débrouiller sans toi. Voilà, je peux pas faire sans toi, il faut forcément qu'il y ait l'autre. Et donc tout repose sur l'autre, la satisfaction de mes besoins repose sur l'autre, et donc je fais peser beaucoup de choses aussi sur la relation, quelle qu'elle soit. Donc l'attachement anxieux, il y a souvent de l'anxiété, il peut y avoir pas mal de rumination, il y a beaucoup d'enjeux qui est mis sur la relation et souvent sur la relation amoureuse. Dès que il y a une hypervigilance, je dirais, dans le cadre de la relation, donc on est toujours attentif, on est toujours très fixé sur l'autre, donc on va interpréter ses réactions, on va interpréter ses non-dits, on va se poser 10 000 questions, on va être beaucoup dans l'interprétation aussi de son propre comportement. Il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse. En fait, il y a de la peur et l'angoisse que l'autre s'en aille. Oui. L'autre parte, c'est l'angoisse d'abandon. Tout à fait. C'est l'angoisse ou la peur principale. C'est que l'autre disparaisse et du coup, qu'est-ce que je suis s'il n'y a pas l'autre? Oui, j'ai un tel besoin que si l'autre disparaît, en fait, je vais être anéantie, je vais mourir sur place, je vais pas survivre, je vais. Exactement. Donc, il y a tout un tas de stratégies qui sont mises en place pour faire en sorte que l'autre s'en aille pas. Sauf que le drame, bien évidemment, c'est que plus j'essaye de faire en sorte que l'autre ne s'en aille pas, et plus il y a je risque qu'il parte. Exactement. Et du coup, de l'autre côté, il y a l'attachement évitant. Oui, on a l'attachement évitant, alors on pourrait un peu les opposer. Et là, pareil, s'il fallait une phrase pour le résumer, c'est je peux tout faire tout seul, je peux compter que sur moi. Donc sous-entendu, j'ai besoin de personne.
De quoi? Je ne peux compter sur personne. Voilà, je ne peux Faut pas. compter sur personne. Le monde ne m'apportera pas ce dont j'ai besoin et donc il faut que je sois autosuffisant, quoi. Si on tire le trait vraiment très loin. Et donc c'est souvent des personnes dans la manifestation, on peut dire c'est souvent des personnes qui paraissent froides. Alors je trouve ça parfois un peu injuste parce qu'à l'intérieur c'est pas le cas souvent, mais d'apparence. Elles peuvent paraître assez distantes, assez froides, désintéressées. Je trouve. Il y a un mot qui revient souvent, c'est détaché, pas investi, pas engagé, fuyant aussi. Je dirais, il y a beaucoup de ça dans l'attachement évitant. C'est se protéger de l'autre, en fait. Ouais, c'est la protection. La peur, on disait qu'il y avait l'angoisse d'abandon, la peur d'abandon. Là, la peur, c'est d'être envahi, de se sentir étouffé, que ce soit trop, que l'autre prenne trop de place, et donc je mets à distance. Mais la première personne que je mets à distance dans l'attachement évitant, c'est quand même moi-même. C'est soi-même, ouais. Parce que j'ai pas envie d'être au contact de mes émotions, j'ai pas envie de ressentir ce que ça me fait, parce qu'en fait, dès que je ressens des émotions, ça me déborde et je sais pas quoi en faire. Et donc, je vais trouver tout le temps des mécanismes, des stratégies pour couper mes émotions. Et donc, je vais éviter ce qui peut activer des émotions trop fortes. Et l'objet d'amour, donc la personne en face de moi, l'autre, est par excellence quelqu'un qui va activer des émotions fortes chez moi. Donc, j'ai tout intérêt à éviter cette personne-là ou à choisir des gens qui vont pas trop m'activer, avec qui ça va être plus en surface. Voilà. On va pas trop rentrer dans l'intimité. Voilà, exactement, ou pas dans l'affectif, quoi. D'ailleurs, ça me revenait là aussi en t'écoutant, c'est souvent des gens qui sont très fonctionnels, très efficaces, très opérationnels, qui parlent dans la logistique. Voilà. Oui. Très pragmatique, dans le faire, dans l'action, dans la solution, mais très peu dans l'émotionnel. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ils le manifestent pas. Des fois, l'image, c'est aussi la carapace, quoi. C'est le rempart, c'est le gros bunker. Il y a un livre que j'avais lu, d'ailleurs on pourra le rajouter aux références après, j'avais pas pensé, mais où elle parlait de c'est dans l'intelligence amoureuse, et elle comparait l'orage dans l'attachement anxieux et la tortue dans l'attachement évitant. La tempête et la tortue. Ouais. C'est assez parlant. Et alors, plus la tempête et plus la tortue tortute, quoi. Exactement. Ou à l'inverse, plus la tortue rentre dans sa carapace. Ouais. C'est tout à fait ça. L'image, elle est très juste. Et parce qu'en fait, dans l'attachement anxieux, il y a le côté vraiment hyper activé, en fait. C'est l'hyperactivation du fameux système d'attachement, qui du coup là n'est pas sécure. Mais donc pour m'attacher, il faut que je manifeste de plus en plus fort pour qu'à un moment donné on s'occupe de moi. Et donc c'est hyper activé et c'est toujours très très démonstratif. Et souvent les anxieux ils ressentent beaucoup. Et en effet, les profils plutôt évitants, c'est l'hypoactivation. Enfin, c'est carrément la désactivation parfois. C'est vraiment la tortue qui rentre dans sa carapace, quoi. Et donc, on coupe tout. On coupe l'accès à soi et puis on coupe l'accès, du coup, aux autres. Et alors, on a l'attachement désorganisé. Et je sais pas, tu me diras toi, dans les gens que tu rencontres dans ton cabinet, mais en fait, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup plus de personnes qui correspondent à un attachement désorganisé qu'on ne le pense. En fait, c'est un des styles qui est assez méconnu. Ouais. Et je trouve que cet éclairage est intéressant parce que ça donne vraiment des clés aux gens qui se reconnaissent dans ce style-là. Et donc, pour toi, qu'est-ce que c'est l'attachement désorganisé ? L'attachement désorganisé, pour moi, c'est c'est un peu le chaos, quoi. Mais le chaos dans tout ce que ça implique, c'est-à-dire des fois c'est le grand, grand gouffre
où il y a des personnes qui décrivent ça, des sensations de grand vide, et d'autres moments, c'est hyper intense, hyper passionnel, toujours hyper. Mais ça oscille entre les deux, souvent moi je le décrirais comme ça, il y a vraiment une oscillation entre des grands moments d'angoisse finalement et d'autres moments où c'est la coupure brutale. Mais ça oscille entre les deux en fait. Donc ils doivent composer avec les deux aspects pour le coup. Et ce que je dirais, c'est que dans l'attachement évitant, tu vois, si on devait reprendre les phrases que tu donnais, ce serait j'ai un besoin vital de l'autre, je peux pas vivre sans l'autre, et en même temps, il y a quelque chose d'insupportable parce que dans la manière dont je me suis construit, l'autre est un danger, représente un danger, ouais. Et donc je peux faire ni avec ni sans, et donc j'ai pas de cartographie. C'est-à-dire que ouais. Dans l'attachement anxieux, je sais comment demander, et même si c'est trop régulièrement, je sais comment aller chercher le lien. Ouais. Dans l'attachement évitant, je sais comment m'en protéger, même si ça me coupe de moi et ça me coupe des autres. Dans l'attachement désorganisé, t'as pas de carte. Non, c'est vrai. Tu sais pas comment t'y repérer. Il n'y a pas de repère. Ouais. En fait, ça donne des à-coups, ça donne des je vais chercher le lien, mais et c'est très incohérent. Ouais, très instable. En fait, il n'y a rien de manipulateur là-dedans, ça n'a rien à voir avec ça, mais il n'empêche que ça peut être violent à vivre quand on est face à... Ah oui, dans une relation, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, ouais, c'est dur à vivre, ouais. C'est très éprouvant en fait d'être au contact de quelqu'un. Bon, déjà pour les personnes qui sont dans ce style d'attachement là, c'est très éprouvant, mais en plus quand on est au contact ou en relation, et notamment amoureuse avec quelqu'un avec ce style d'attachement là, c'est très éprouvant. Ouais. Faut s'armer, hein, ça demande de l'endurance, je trouve. Et tu vois, la phrase qui me venait, parce que je trouve cette phrase, on l'utilise beaucoup, des fois à mauvais escient, mais pour le coup, pour l'attachement désorganisé, bon, ça, j'invente rien, c'est aussi dans un bouquin qu'on mettra, je pense, en référence après, mais c'est le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Je trouve que ça résume quand même très bien. Mais vraiment, c'est l'oscillation, quoi. Et des tentatives tout le temps. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de volonté de s'écarter non plus. C'est pour ça que c'est difficile à suivre aussi pour les personnes qui sont autour. C'est que c'est des tentatives permanentes. Je viens, je repars, je viens, je repars, je peux pas trouver la bonne distance, ouais, et la bonne limite. Et en même temps, tu vois, parce que donc les ouvrages qu'on va vous citer après, c'est Gwenaëlle Percio qui écrit très bien là-dessus. Et elle dit quelque chose d'intéressant qui m'a marqué, c'est que l'attachement désorganisé, c'est celui qui a c'est le style d'attachement qui a le plus de chances d'évolution favorable, parce que comme il y a ces mouvements, c'est-à-dire que je vais chercher le lien et puis je recule, et donc ça permet d'aller chercher des ressources. Tout à fait. Dans l'attachement évitant, la grande difficulté des évitants, c'est d'aller chercher des ressources. Ouais, d'aller chercher des ressources, d'aller demander de l'aide, d'accepter d'en recevoir, d'accepter aussi, des fois même quand ils demandent rien, hein, ce que les autres leur donnent, c'est très difficile à prendre. Ouais, c'est juste. Et je rajouterai un truc sur le type, les personnes dans l'attachement désorganisé. Je trouve aussi ce qui est qui est très favorable. Et après, bon, ça c'est d'un point de vue pro, c'est aussi très beau à vivre. C'est que c'est des personnes entières. Enfin, c'est-à-dire qu'elles cachent rien. Elles arrivent avec ce qu'elles ont, avec tout ce qui les retraverse. Elles sont sans filtre. Et du coup, on a accès à plein de choses, à beaucoup de sensibilité, à beaucoup de matière, en fait, pour les aider à évoluer, c'est souvent, je trouve, moi, les personnes que j'accompagne qui ont ce style d'attachement-là, je les trouve très, très sensibles et c'est souvent très touchant, très émouvant. Et du coup, pour travailler avec elles et leur évolution, c'est merveilleux parce que c'est là déjà, il n'y a pas ce carapace-là qu'on peut trouver chez les évitants, par exemple, où ça demande beaucoup plus de temps. De s'installer, de faire confiance, Je ne veux pas dire que c'est pas merveilleux quand ça s'ouvre, hein, mais c'est vraiment pas la même. On
enfin, ça demande pas la même relationnelle du coup. Et donc, on peut aussi dire que, tu vois, ça me fait penser à ça, en t'écoutant, je dirais que le travail de quelqu'un d'évitant, ce serait de s'ouvrir, comme tu viens de le dire. Ouais. Le travail de quelqu'un d'anxieux, ce serait de s'apaiser. Et de se recentrer aussi. Et de se recentrer, de revenir à l'intérieur de soi. Ouais. Et la personne qui est plutôt dans l'attachement désorganisé, ce serait de se stabiliser. Ouais. Et de faire moins d'écart pour trouver la juste distance. Ouais, de retrouver de la contenance, tu vois. Je crois que tu as dit ça à un moment donné, mais c'est ça qui me vient, c'est vraiment retrouver de la contenance, du contour, de quelque chose qui structure, quoi. Sans forcément que ça censure, mais une structure. Ouais. Et il y a quelque chose qui me paraît très important de dire aussi, c'est le fait qu'on peut, on peut tout à fait acquérir un attachement sécure. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça Même si on l'a pas eu au départ. Dans des moments d'urgence, il n'y a pas une forme de désorganisation qui arrive et où les mécanismes de défense s'activent fort, mais il peut y avoir vraiment une apaisement, ouverture, stabilité. Oui. Oui, c'est clair, avec différents, je dirais un peu ce que tu disais là, hein, avec différentes options ou différentes stratégies selon le type d'attachement qu'on a au départ. Mais bien sûr, heureusement que c'est pas figé. Et en effet, on peut l'acquérir et notamment aussi grâce aux relations que l'on vit qui réparent beaucoup. Moi, je crois beaucoup à ça. L'expérience dans la vie d'aujourd'hui, de relations qui réparent, qui corrigent, qui aident qui sécurisent aussi, qui permettent de vivre ce que peut-être parfois on n'a jamais vécu. Et donc qui permettent d'avoir une expérience différente de ce qui a été celle dans le passé. Et moi, je crois beaucoup à ça, cette réparation à ce niveau-là. Par la relation. Par la relation, ouais. Alors, c'est éprouvant des fois, hein. C'est du boulot aussi et ça demande encore une fois à certains de persévérer, d'oser, de répéter. Et en même temps, je crois vraiment que ça s'acquiert là. Et justement, peut-être, alors je sais pas si tu as des exemples de situations où, mais quel est l'intérêt de pouvoir peut-être identifier dans quel style d'attachement on se trouve Moi, j'ai l'exemple, tu vois, j'en ai un qui me vient, j'ai une personne que j'accompagne là qui est en train de s'intéresser à ça et qui est plutôt dans un style d'attachement évitant. Et elle me posait cette question. Elle me demandait, mais quel était l'intérêt de connaître son style d'attachement? Parce que bon, ok, une fois qu'elle a compris ça, qu'est-ce qu'elle en fait, quoi? Et moi, la réponse que je lui ai faite et que je pense, alors c'est peut-être pas forcément valable que pour l'évitant, mais ça a un réel intérêt parce que ça permet ensuite de repérer quels sont nos besoins ou ses besoins, là, si je parle de ma patiente, et donc d'y répondre au mieux. Parce que elle vient me voir aussi parce qu'il y a une souffrance derrière, donc elle n'est pas satisfaite dans ses relations où elle voit, sa difficulté, c'est que quand il y a des moments difficiles, elle parle pas ou alors elle a des ressources, hein, elle a des amis, mais ça reste très en surface. Pourtant, visiblement, il y a quand même l'air d'avoir quelques personnes qui sont de vraies ressources, mais elle parle pas. Et ça la rend malheureuse, en fait, de ne pas avoir une relation plus profonde. Et donc, par exemple, dans sa situation à elle, je lui disais, mais donc visiblement, vous avez un besoin. Là, vous avez besoin d'être dans une relation qui est plus authentique, plus profonde, ou donc il peut y avoir aussi du soutien si tout d'un coup, vous en avez besoin. Ce besoin-là, il a à être honoré. Et en plus, ce besoin-là, comme pour l'instant, elle n'arrive pas à s'en occuper, il se transforme en symptôme. Elle a des angoisses, elle somatise certaines choses. Donc, ça rajoute d'autres formes de souffrance. Donc, l'intérêt pour elle, là, c'est que son exemple, mais peut-être on peut quand même étendre un peu, de reconnaître son type d'attachement, il me semble lui permet ensuite de mieux répondre à ses besoins, à elle. Et d'apprendre comment s'en occuper. Alors,
En plus, dans l'attachement évitant, quand même, il y a une grande difficulté à identifier ses besoins. C'est-à-dire que Oui, c'est tellement coupé parfois que je oui, n'ai besoin de rien. oui. Je ne ressens même pas que j'ai besoin. Mhm. Et donc, la première des choses, c'est d'aller vraiment à l'écoute avec de la patience, avec de l'indulgence envers soi, Mm. et se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a sous cette absence apparente de besoin? De quoi, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Qu'est-ce qui pourrait me plaire? Qu'est-ce qui pourrait m'animer, me stimuler, m'apporter de la douceur, de la joie, de l'amusement, d'aller vraiment questionner ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, dans le corps aussi, enfin, il y en a, ils sont, bon, elle, je repense à elle, elle est très très coupée aussi de son corps, mais donc du coup, elle prend pas forcément soin. Je veux dire, même quand elle est malade, quand elle s'est cassé un truc il n'y a pas très longtemps, elle s'est pas occupée de ça, mais en fait, du coup, elle se met aussi dans des situations de difficulté. Donc, et après, en plus, ça empathie sur un univers qui est très important pour elle, c'est le travail. Bah ça va jusqu'au fait qu'elle puisse pas aller bosser parce qu'elle s'est pas occupée de ce besoin-là. Donc petit à petit, reconnaître, identifier et comprendre aussi comment s'est construit son style d'attachement, ça lui permet petit à petit d'avoir des actions doucement correctrices et donc de remettre du soin là où en fait elle en a pas suffisamment eu. Et donc après d'évoluer vers un type d'attachement qui sera différent et plus sécure. Et pour nous, en tant que thérapeute, vraiment de voir des gens faire ce chemin-là, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est parfois très touchant. C'est vraiment, c'est un moment gratifiant. Enfin, c'est de plaisir de voir l'autre découvrir certaines choses. Ah oui, c'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est un cadeau à chaque fois. Quand il y a des ouvertures comme ça, moi, je me sens très honorée d'assister à ça et d'accompagner ça. Je veux dire, c'est un travail qui se fait ensemble, mais ouais, je ressens beaucoup d'émotions dans ces moments-là. Ouais. C'est beau, en fait, d'assister au fait que quelqu'un ouvre ses ailes ou, enfin, je veux dire, Où ça se pèse, où revient recentre et à l'intérieur. s'apaise et se tranquillise et développe ses propres ressources. Ouais, je trouve que c'est un cadeau inestimable. Et les évitants et les anxieux se trouvent souvent bien. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des anxieux et des anxieux qui se trouvent et ça donne des relations fusionnelles jusqu'au moment Ouais. où c'est insupportable et donc il y en a un qui défusionne et ça explose. Mm. Et puis des anxieux évitants qui se complètent assez bien. Parce que des évitants, ben malheureusement, ils se rencontrent pas tellement. Ouais, ils se rendent compte pas. Ouais. Ou alors ça donne quelque chose vraiment de très tranquille, très lent. Ouais, ou alors des fois il y a des trucs un peu tacites, tu sais, des fois c'est pas forcément dit, mais bon, implicitement on est d'accord pour être un couple, par exemple, si c'est le couple fonctionnel, quoi, et donc on est drivé par des objectifs très très pragmatiques, rationnels et de l'ordre de la performance, je dirais, et donc s'ils s'accordent, à la limite, je dirais, ils peuvent s'accorder comme ça. Ouais. Mais ça Et, reste de l'ordre du fonctionnel, quoi. ça, On n'est pas dans l'affectif, quoi. et Et moi, c'est un peu une dramatique. une relation qui fonctionne. Voilà qui fonctionne. C'est vrai. Ça manque C'est un pas peu. très vivant. Oui, oui. C'est pas très vivant. Et pour certains enfants qui sont issus de ces familles-là, ça peut être assez douloureux, oui. Ça Et alors, circule. pareil, il y a aussi des personnes. Pardon, je t'ai coupé. Non, 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 c'est bon. Je disais, ça circule Euh, pas. Il y a des personnes plutôt avec un profil désorganisé évitant. Parce Ouais. que, et ça vraiment, c'est quelque chose que j'ai identifié, que j'ai pas retrouvé dans la littérature ou ailleurs, mais dans les relations où
si c'est quelque chose qui vous arrive, et vous pouvez nous dire d'ailleurs dans le chat si ça vous parle, tout ce qu'on vous dit là depuis tout à l'heure, s'il y a des questions, qu'on puisse interagir ensemble. Mais s'il y a quelque chose qui se répète dans vos histoires où vous tombez toujours sur des personnes qui sont indisponibles, soit émotionnellement, soit matériellement parlant, en fait, de manière énoncée, c'est j'ai envie d'être en relation, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de connaître l'intimité. Et en même temps, ça ne peut jamais se faire parce que y a comme un programme inconscient qui est d'éviter à tout prix l'intimité. Donc dans l'allure, ça donne quelque chose d'anxieux qui veut le lien absolument. Ça grippe, oui. Mais dès que le lien est là, réellement, bah, tout d'un coup, il y a un recul. Panique. Ah bah non, j'en peux plus. Je schématise. Mais c'est du coup de toujours être dans une quête d'histoire impossible pour surtout pas que ça se réalise. Ça, c'est le programme à l'œuvre, qui est sur un autre plan. C'est-à-dire que ici, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'être avec quelqu'un, ou j'ai envie d'avoir des amis, j'ai envie de faire tout un tas de choses. Et ici, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça ne se réalise pas. Oui, oui, ça donne des relations où il peut y avoir du sabotage inconsciemment, hein, mais ce qu'on appelle de l'auto-sabotage assez régulièrement, parce que c'est très juste ce que tu as dit, parce que l'intimité fait peur en fait. L'intimité fait peur parce qu'on parfois on l'a pas connue, et ça c'est valable chez les anxieux, chez les évitants et aussi dans les types d'attachement désorganisés, je trouve. Ça prend pas la même forme, c'est pas le même discours au départ. Oui. Mais la peur de fond reste la même. Oui, c'est l'intimité émotionnelle, on l'a pas connue, et donc ça fait flipper parce que par essence on sait pas ce que c'est. Et donc en effet derrière il peut y avoir souvent ce schéma-là. Il y a Catherine qui demande que veut dire non disponible matériellement. Ben ça veut dire quelqu'un qui vit loin ou qui vit entre pays de ville, quelqu'un qui est déjà engagé, qui est marié ou qui est déjà dans une relation. Ça peut vouloir dire plein de choses, ou qui est très accaparé par son travail. Qui a peu de disponibilité réellement, pas seulement émotionnellement. Et puis il y a des gens qui sont pas disponibles émotionnellement, qui sont en plein deuil, par exemple, ou qui sont dans un attachement évitant. Des gens qui sont pas disponibles psychiquement aussi, ça prend la forme. Ça peut paraître anodin, mais ça arrive assez régulièrement dans la relation, toujours sur le téléphone, toujours en train de faire autre chose à côté, jamais vraiment là à ce qui est en train de se passer, jamais vraiment là pour discuter de choses importantes, jamais vraiment, toujours à côté, toujours dévié. Ça, c'est des gens qui sont pas disponibles. Ouais. Physiquement, ils sont là, mais psychiquement, émotionnellement, ils sont pas là. Ils vont avoir oublié 2 secondes après ce qu'on vient de leur raconter, et ça se répète. Je veux dire, c'est une fois, on est humain, on peut oublier, mais quand ça se répète régulièrement, c'est que il y a fort à parier que la personne, en fait, elle est pas là. Il y a Violaine qui nous dit « Je crois que j'ai collectionné les émotionnellement indisponibles. » Mince. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir chez toi, Violaine. Et peut-être d'ailleurs que tu peux venir nous en parler. Alors, normalement, à côté du chat, il y a un bouton qui s'appelle soit « Speak », soit « Lever la main », soit en anglais aussi « Raise your hand ». Et vous pouvez cliquer dessus, et du coup, on va accepter une des personnes qui aura cliqué à nous rejoindre en live pour échanger avec nous, nous poser une question, nous présenter une situation pour coacher cette personne en direct. Alors, il y a Catherine. Oui, non, j'allais dire, il y a Catherine qui pose une question. Vas-y. Qui demande si on est tous dans ces 3 catégories et est-ce qu'on change au fil du temps. Je crois qu'on peut dire qu'on est tous dans un type d'attachement. Alors après, ces 3 catégories, c'est les 3 styles d'attachement qu'on appelle insécure. Après, il y a aussi quand même l'attachement sécure. Alors, sauf si je me trompe, on peut dire qu'il y a à peu près 50% des gens qui sont sécures.
Et après, tout le reste, c'est plutôt dans des types d'attachement insécures. Donc, on en a tous un de ce type d'attachement, si c'est ça la question. Et bien évidemment qu'après, on peut changer, justement par les outils qu'on met en place, les types d'expériences, les relations qu'on peut avoir, et qui nous aident à justement transformer et vivre autre chose. Donc oui, bien sûr, ça peut évoluer. Absolument. On est tous dans un style et on a tous en tout cas une dominante. Après, des fois aussi, si on rentre dans le un peu plus subtil, des fois il y a des choses aussi on peut avoir une dominante par exemple évitante et avoir de temps en temps des moments où on est plus dans le type anxieux parce qu'il y a des choses qui déclenchent ça particulière. Et inversement, on peut être plutôt dans une dominante anxieuse et avoir des moments où il y a le style évitant qui vient parce que c'est la stratégie la plus adaptée du moment. Absolument. Il y a des gens aussi qui peuvent être plutôt évitants ou anxieux et vivent des moments de désorganisation parce qu'il y a un événement très perturbant qui arrive dans la vie. Ça peut arriver à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un type d'attachement désorganisé. Il peut y avoir ponctuellement des moments où ça arrive. Tout à fait, c'est les îlots de désorganisation. D'ailleurs, je voulais vous présenter les ouvrages. Alors, je précise que je n'ai aucun intérêt commercial à faire ça. C'est juste parce que c'est des ouvrages de qualité. J'ai pas retrouvé l'autre, mais alors celui-ci, Guérir des blessures d'attachement de Gwenaëlle Percio, je vais vous mettre. Attends, je l'ai, moi, je crois l'autre. Le lien dans le chat. Hop, voilà. Il y a ça. Et puis, il y a... tu l'as ? Oui, moi, je l'ai. Alors, l'autre, c'est aussi... Mais on voit pas, là. C'est à l'envers, je pense. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais. C'est aussi Gwenaëlle Percio et c'est Couper de soi, couper des autres. Elle parle en particulier du style d'attachement évitant et elle entre vraiment dans le détail. Tout à fait. Il y a une question super intéressante. Alors, Violaine, j'ai vu que tu avais levé la main. Je vais regarder ça parce que pour l'instant, j'arrive pas à t'accepter. Hop. Et du coup, il y avait une question de Catherine qui dit la dépendance affective est-elle liée au profil anxieux ? Alors, généralement, ce que tu peux trouver comme réponse, c'est oui, c'est plutôt dans le style anxieux. Moi, j'ai une réponse un peu différente, c'est que très souvent, chez l'évitant, il y a une dépendance affective, mais qui est masquée et détournée. C'est-à-dire que, en fait, on peut pas ne dépendre de rien. Les êtres humains, on a besoin des autres, de liens, on se construit par le lien. Et donc, on a tous des besoins. Et quand, en tout cas, le besoin avec d'autres êtres humains, cette intimité n'est pas réalisable, n'est pas possible, alors on va détourner sur des objets, ça peut être d'autres types de dépendance, ça peut être de la consommation, ça peut être des écrans, ça peut être la cigarette, l'alcool. Les substances, ouais. La pornographie, ça peut être tout, par exemple d'accumuler les conquêtes. Ouais. Et pas ça va pas se focaliser sur une seule personne parce que pour eux c'est trop menaçant. Mais du coup, ça va être dispatché soit sur des objets directement accessibles et qui dépendent pas de quelqu'un, soit sur plusieurs personnes. Mais dans le fond, on peut dire, mais d'ailleurs dans le côté évitant, il y a de ça. Ce qui est caché derrière, c'est qu'il y a de l'anxiété par rapport à la relation. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que toute dépendance qu'il y a affective est liée à une forme d'anxiété, c'est certain. Sauf que chez l'évitant, par exemple, elle est bien cachée. Oui. Elle est blindée. Mais derrière, il y a une vraie anxiété du rejet, de la blessure, de l'émotionnel. Mais il y a un fond d'anxiété. Absolument. Et toutes ces dépendances que tu décris viennent aussi soulager ça. C'est pas toujours conscient chez les personnes qui le font, mais ça, il me semble, vient soulager ça. Puis c'est pas trop engageant. Oui, oui, c'est ça. J'ai toujours une sortie de secours.
Comment être avec un évitant quand on est anxieux ou en demande de démonstration affective? Eh ben, c'est comme tu disais, le fameux couple anxieux évitant. En tout cas, ça arrive assez souvent. Moi, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que le besoin, il est légitime, évidemment. On a besoin de démonstration, on a besoin de tendresse, on a besoin de manifestation, quoi, de chaleur, de contact. Et en même temps, parfois, la demande, si elle se fait trop souvent, elle peut mettre la pression à des personnes qui ont le profil évitant. Et donc, plus ils sentent ça, plus ils s'éloignent. Donc, j'aurais tendance à dire que ça peut paraître un peu contre-intuitif au départ, mais une des clés, c'est d'essayer de trouver comment répondre à son besoin, en tout cas un certain temps, pour que la pression, c'est un peu comme des dynamiques. Et en fait, la pression va se faire moins forte sur la personne qui est évitante, et donc ça lui laisse l'espace de revenir et de vous apporter ce dont vous avez besoin petit à petit. Mais ça veut dire se recentrer sur soi d'abord et trouver d'autres solutions pour répondre aux besoins affectifs, de contact, de tendresse, et peut-être un temps ailleurs, avec d'autres ressources. Moi, je dirais ça dans un premier temps. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et surtout, il y a quelque chose qui me paraît intéressant là, c'est que dans l'attachement anxieux, on croit que la solution va venir de l'autre, et donc on est focalisé sur l'autre et on veut absolument que l'autre change et que l'autre nous apporte enfin ce dont on a besoin. Dans l'attachement évitant, on est persuadé que ça viendra surtout pas de l'autre et que la solution va venir de moi et que je vais enfin avoir la paix. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ressort souvent, c'est je veux la paix. Mais en fait, la vie, c'est du mouvement, c'est de la fluctuation, c'est de la pulsation. Oui, puis je veux la paix. Enfin, la paix, des fois, tu vois, je dirais même, ou c'est du contrôle. Oui. C'est-à-dire, la paix, c'est pas forcément un truc qui est pas vivant et qui est pas un mouvement. Au contraire. Mais dans le côté surtout, venez pas à animer quoi que ce soit. C'est surtout, je veux rester dans mon contrôle et dans ma tour. Et pour l'évitant qui dit ça viendra surtout pas de l'autre, en fait, c'est de sortir vers l'extérieur et d'aller chercher de l'autre. Et ce que tu disais était très juste aussi, mais c'est de diversifier les ressources, que ce soit moi ou à l'extérieur, et de plus me faire dépendre d'une seule personne. Parce que si mes besoins ne peuvent être contentés que par une seule personne, que ce soit moi ou la personne avec qui je suis en relation, c'est catastrophique. Et donc, si j'ai une vie sociale développée, riche, avec des amis, avec de la famille, avec de l'entourage, avec une vie professionnelle épanouissante, des activités qui me plaisent, etc., ça va être quand même beaucoup plus facile et je vais pouvoir me détendre pour répondre à la question de Carole sur l'attachement anxieux. Donc, s'éloigner pour laisser revenir l'autre, c'est pas tout à fait s'éloigner, Carole, c'est de revenir à toi, de trouver de la stabilité, une forme de tranquillité pour en effet que l'autre ait la place de revenir. Mais s'éloigner, je suis pas sûre que ce soit la solution. Non, pour moi non plus. En effet, c'est peut-être pas toujours évident, mais c'est revenir à soi. Ça veut pas dire qu'on met de la distance volontaire ou qu'il y a une stratégie en disant bon bah là, je te laisse de côté, mais en effet, c'est remettre le curseur sur soi. Et je reviens à ça, à ses besoins. Comment je m'occupe de mes besoins si l'autre, de toute façon, là, n'est pas en mesure de m'en donner, en tout cas pour le moment. Et comme tu disais très justement, du coup, où est-ce que je vais trouver d'autres ressources? Diversification des ressources. Oui, exactement. Ça ne veut pas dire non plus tout lâcher par rapport à l'autre, surtout dans la relation amoureuse. C'est légitime de vouloir de la réciprocité aussi. Donc, évidemment qu'on a besoin, encore une fois, d'un retour et que ça vive et que ça circule. Et en même temps, c'est dangereux si tout dépend que de cette personne. Et là, en plus, c'est le risque de se sentir dépendant.
Et il y a Bina qui nous demande, une personne anxieuse peut-elle devenir évitante étant avec une personne évitante? Ou du coup anxieuse avec une personne anxieuse? Attends, je relis la question. Une personne anxieuse peut-elle devenir évitante étant avec une personne évitante? Mais est-ce que, alors moi, ça me poserait une autre question. Est-ce que c'est vraiment une personne anxieuse ou est-ce qu'on est plus sur un profil désorganisé? Oui. Ça s'appelle l'attachement caméléon. Ouais, un peu. C'est juste. Il y a la dominante peut-être qui serait anxieuse, mais si tout d'un coup il y a un aspect évitant qui émerge et puis qui s'installe quand même, j'aurais tendance à penser qu'on est plus sur un profil désorganisé. Oui. Qui se réveille et peut-être au contact de quelqu'un qui est évitante aussi, qui vient déclencher ça. Mais voilà, moi, ça m'amènerait à me poser cette autre question. Oui. Et dans l'attachement désorganisé, d'ailleurs, face à quelqu'un d'évitant, on peut être anxieux et inversement, face à quelqu'un d'anxieux, être évitant, puisque on rappelle que c'est l'évitement de l'intimité. Donc, toujours dans le fait qu'il faut pas que ce soit réalisable. Donc, si je suis face à quelqu'un d'anxieux, je vais éviter, comme ça on évite l'intimité. Et si je suis face à quelqu'un d'évitant, je vais courir après le lien en me faisant croire que je veux le lien, mais comme c'est une personne évitante, on n'a toujours pas d'intimité. Voilà. C'est vrai que je trouve on peut essayer à chaque fois de voir ça dans les relations, de voir ça comme des mouvements dynamiques. Un peu, qu'est-ce qui fait que l'autre va répondre comme ça et qu'est-ce qui fait que moi je réponds comme ça, dans quoi je suis en train d'être pour qu'il y ait ce mouvement-là. Et donc, si on veut aussi réajuster, l'envisager comme ça, c'est le mouvement. Qu'est-ce que je fais du coup pour réajuster? Et Carole qui nous dit, je pense avoir compris, s'il y a une stratégie, l'autre le ressent et on obtient l'inverse. Alors, absolument. Ce que je dis souvent sur la stratégie, c'est que l'autre sent que c'est pas vrai, que c'est pas incarné, que quand on joue l'indifférence, quand on joue l'éloignement, quand je fais celle que ça touche pas, etc. En fait, ça se sent, les êtres humains. On voudrait qu'ils communiquent que par la parole, mais c'est pas vrai du tout. On communique de plein de manières différentes. Et le jour où tu reviens vraiment à toi, où tu t'occupes vraiment de toi et tu commences à te développer, faire des choses qui t'animent, etc., l'autre le ressent. Oui, c'est juste, et c'est souvent à ce moment-là qu'il y a des mouvements chez l'autre. Des vrais mouvements. Oui. Oui, souvent, il commence à se poser des questions. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Oui. Où il est, où elle est? Et oui, ça les oblige à bouger parce qu'en plus, c'est quelque chose auquel ils s'attendent pas, puisqu'il y a aussi ça des fois dans la dynamique, je trouve, quand c'est des relations qui sont familières ou que parfois on connaît bien, on s'attend quelque part et parfois inconsciemment à la réaction de l'autre. Si je fais comme ça, l'autre il va réagir comme ça, et si l'autre fait comme ci, moi je vais réagir comme ça. Dans la réponse, là, un peu toujours ce duo évitant anxieux. Alors que petit à petit, s'il y en a un qui bouge et qui revient à lui, qui arrive à s'ancrer et qui sincèrement se déploie autrement, là la réponse elle est différente. Et en fait l'autre, comme il s'attend pas à ça et c'est pas ce dont il a l'habitude, ça va l'obliger à bouger et à bouger différemment et à bouger durablement. Et souvent, sans se rendre compte parfois, il nous apporte là ce dont on avait besoin. Et c'est pour ça, je vois beaucoup, on en parlait toutes les deux, Céline, mais je vois beaucoup de phrases très Instagrammables, les contenus sur Instagram si cette personne ne fait pas ci, ça veut dire qu'elle s'en fiche de toi ou qu'elle t'aime pas suffisamment ou que ce genre de phrases-là. Personnellement, moi, ça m'agace et vraiment ça me pose question pour la suite, pour ce qu'on est en train de transmettre aux gens, parce que c'est très binaire, c'est très simplifié, et en fait il y a une phrase qui est très douloureuse à se dire et qui en même temps est assez révélatrice et libératrice, c'est que l'amour ça suffit pas toujours. C'est vrai.
Et que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas apte à être en relation comme on le souhaiterait qu'il nous manque de respect ou qu'il nous aime pas ou que et donc alors bien sûr attention, il y a des gens qui sont dans des comportements manipulatoires, mais il y en a d'autres, ils font comme ils peuvent et c'est difficile pour eux, c'est un vrai handicap. Ça veut pas dire qu'on est obligé de rester en relation avec eux. Parfois, c'est accepter de faire le deuil si on n'en est pas au même niveau d'évolution. Mais attention à pas trop simplifier. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est le genre de phrase que j'aime pas non plus. Quand je suis d'accord. C'est assez binaire. Et puis surtout, il y a aussi un autre côté, je trouve, c'est que c'est un peu déresponsabilisant aussi parfois ce genre de phrase. C'est-à-dire, c'est l'autre, il répond pas à mes besoins, mais quelque part, c'est sous-entendre que c'est la faute de l'autre. Et je regarde pas trop à quoi je joue moi aussi dans cette histoire. Je dis ça, l'idée, c'est pas d'être culpabilisante, mais je suis responsable aussi de ce que j'amène dans la relation, et c'est intéressant d'aller voir ce que j'y fais, ce que j'y déclenche, ce que je répète. Et donc, c'est pas si simple que de se dire, ah bah non, l'autre, il fait pas assez d'efforts ou il m'aime pas. C'est complexe, et en effet, parfois, quand même assez souvent, en dehors des personnes comme tu décrivais qui sont dans la manipulation, c'est complexe en fait ce qui se passe. L'être humain, il fait avec ses traumas, il fait avec son rythme, il fait avec aussi justement les ressources qu'il a ou qu'il n'a pas. Et donc parfois ça parle surtout de lui ou d'elle et pas forcément de moi. Mais en effet aussi, et c'est là où c'est intéressant de voir à quoi on joue soi et qu'est-ce que parfois aussi on maintient, c'est de pouvoir se dire, ok, la personne, elle me donne pas ce dont j'ai besoin et peut-être elle fait ce qu'elle peut, elle fait de son mieux, et en même temps ça me suffit pas. Oui, absolument. Et parfois ça, c'est vrai que c'est douloureux. Et ça touche à d'autres choses, à accepter aussi de se donner l'opportunité de vivre des relations différentes, quitte à passer un moment de solitude. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, on peut aussi avoir du discernement sur ça et se dire, voilà, l'autre, il n'y arrive pas. Il y a peut-être un potentiel, et ce potentiel, pour l'instant, se déploie pas. Et en même temps, moi, là, maintenant, tout de suite, ça me suffit pas. Oui, absolument. Et il peut y avoir en même temps beaucoup d'amour et de tendresse, et c'est pas incompatible en effet. Ouais, moi j'aime pas non plus ces phrases. Ça c'est trop réducteur. Et ce que je voulais vous le dire par là, parce que tu l'as dit très justement, c'est aussi c'est la relation qui guérit. C'est les expériences qu'on fait, aussi désagréables, inconfortables qu'elles puissent être. Et donc aller chercher du lien, aller essayer, même si ça fait peur, même si c'est pas le truc rêvé, mais aller vivre des expériences, parce que c'est dans les expériences que on peut évoluer, qu'on peut apprendre à se sécuriser. C'est dans l'inconfort, c'est pas en restant chez soi, en fantasmant une relation, en idéalisant une relation qui n'existe pas ou qui est fantasmée, qu'on peut évoluer. Aller chercher ça dans la matière, que ce soit vraiment amoureusement, socialement, dans l'amitié, aller vivre des choses. Oui, c'est clair. Ça s'incarne. Oui. Et même si, encore une fois, c'est vrai que ça peut être éprouvant, et en même temps, c'est ce qui transforme. Je relisais un truc il n'y a pas très longtemps où c'est assez juste, où je crois, c'était pour parler des enfants, et en même temps, je crois que c'est assez valable aussi quand on est adulte, c'est qu'en fait, finalement, c'est l'action qui ensuite amène la motivation ou la transformation, et pas l'inverse. Rester dans sa tête et parfois dans comme tu dis, ses fantasmes ou ses idées, il y a un moment donné, ça a besoin d'être confronté à la réalité, d'être éprouvé. Justement, ça permet déjà de voir là où on en est, et éventuellement de réajuster aussi, et encore une fois de répondre à ses besoins.
si telle ou telle personne, parce que je fais cette expérience-là, je vois que ça me convient pas et que ça me nourrit pas, et ben ça me permet aussi d'aller chercher autre chose et autre chose de bon et de mieux pour moi. Absolument. Alors, il y a une question de Rénal que j'ai pas tout à fait comprise qui nous dit peut-on dire que ce sont les femmes qui en veulent toujours plus? J'ai envie de... Ou est-ce que les hommes n'en donnent pas assez? Très bonne idée. Délicieux. Je suis pas sûre que ce soit. Je crois pas que ce soit genré. Ouais. Je peux En tout pas... cas, je suis pas sûre que ça apporte des solutions de regarder la question sous cet angle-là. Non, voilà. Je crois pas. Peut-être que dans l'éducation, il y a des choses qu'on nous a transmises, des manières de faire qui sont de moins en moins ajustées, mais ça va pas nous aider de genrer les choses. Non, après peut-être qu'il y a eu quand même. Alors, moi j'ai pas d'études cliniques qui pourraient étayer ça, mais par contre c'est pas inintéressant dans le sens où je pense qu'il y a tout un tas d'hommes et plusieurs générations qui ont beaucoup été, et pareil pour les femmes, hein, qui ont été construits dans des attendus, dans des stéréotypes, et qui font que ça peut donner l'impression que madame est anxieuse et que monsieur est évitant. Parce que monsieur doit être fort, il doit pas montrer ses émotions, il doit être fonctionnel encore une fois, il doit tenir, quoi. Je fais un gros stéréotype, mais bon, quand même, il y a de ça dans les héritages qu'on se traîne. Et pareil pour les femmes, quoi. La femme, elle a droit à ses émotions, elle a le droit même des fois d'être dans un peu le drame. Enfin, pareil, c'est des caricatures que je fais, hein, mais donc il y a ces héritages-là quand même. Mais je dirais que ça a tendance à changer. Après, bon, voilà, moi, j'ai pas de chiffres. Mais dans mon cabinet, j'ai autant d'hommes anxieux que de femmes évitantes. Hein. et inversement. Oui, on ne peut pas genrer les styles d'attachement, ça c'est certain. Mais en effet, la manifestation de l'émotion, on est conditionné et ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme naturellement. C'est avec le fait de comment on a été éduqué. Un garçon, ça pleure pas. Ouais. Et une femme, ça se met pas en colère parce que sinon c'est une hystérique. Et bon, ben voilà. On a tout compris. Oui, oui. Dès qu'une femme s'oppose, c'est une folle. Et dès qu'un homme pleure, il est faible et c'est des insultes en plus souvent homophobes qui sont utilisées, que je ne dirai pas ici, mais donc il est bon de sortir de ça. Les hommes ont le droit de pleurer, ont besoin de pleurer, oui, c'est clair. Et les femmes ont le droit de se mettre en colère sans basculer dans la violence, évidemment. Il y a une colère saine, mais donc ouais. Alors, j'ai un gros dilemme là parce que je peux pas faire. Il faut que je m'occupe de ça pour la prochaine émission. En l'état, je peux pas faire venir quelqu'un de supplémentaire pour faire du coaching en direct. Donc, tant que vous avez des questions, je vous propose parce que j'ai envie de rester avec Céline et pas lui demander de partir pour coacher quelqu'un. Il y avait Violaine et ça me tient à cœur, Violaine. Donc, je vais trouver une solution pour la semaine prochaine et je te propose que ce soit partie remise et que tu reviennes. Alors, ce sera pas Céline, mais et qu'on puisse faire ça la semaine prochaine. Et puis, il y avait une autre personne aussi. Et puis que toutes les deux on continue à échanger. Si ça vous va, dites-nous dans le chat et puis que vous puissiez continuer à nous poser vos questions et ce sera sous ce format-là pour ce soir. Je sais pas ce que tu en penses toi, Céline. Si oui, ça me va.
Super. Je vois qu'il y en a encore des questions. Ouais. Et d'ailleurs, merci pour vos questions, vraiment, parce qu'on voit que ça vous intéresse, ça vous stimule, et c'est hyper chouette de pouvoir... nous, ça nous stimule aussi. Oui, c'est clair. Et c'est très chouette de pouvoir répondre à vos questions. Alors, il y a Sandrina qui nous dit, si je comprends bien, quelqu'un d'évitant a des difficultés à montrer ses sentiments, à verbaliser son amour. Absolument. Oui, tout à fait. Après, ça peut être intéressant, je dis pas que c'est suffisant, hein, mais des fois, il le manifeste différemment. C'est pas toujours facile à repérer parce que c'est pas émotionnel, c'est pas affectif. Mais les évitants, ils peuvent montrer aussi beaucoup par leur action, par le faire, dans ce qu'ils vont, voilà, les cadeaux, les gestes, les trajets, j'en sais rien, la logistique à la maison, toutes ces actions-là. Pour eux, c'est une façon aussi de montrer qu'ils prennent soin. Ils vont pas le dire comme ça, mais c'est une façon de montrer qu'ils prennent soin parce qu'ils savent pas le dire différemment. Oui. Ou des fois c'est plus difficile par le contact physique, voilà tout ce qui est chaleureux. Et, des fois, on peut essayer de rechercher ça dans le faire, dans les actions. C'est vrai qu'il y a beaucoup l'histoire des cadeaux avec les évitants et qu'on pense pas mal parfois par ça. Oui. Et alors, je vous renvoie aux 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui sont assez éclairants là-dessus. Donc, il y a les gestes tendres, les paroles valorisantes ou les mots d'amour, les je t'aime pour le coup, les services rendus, le temps de qualité. Oui, les temps de qualité. Et les cadeaux. Ouais. Voilà, donc ça, bon, pour moi, il y en a plus que ça, mais il y a 5 grandes catégories de manières de manifester son amour. Et c'est intéressant de vous demander quelle est votre manière à vous de manifester votre amour et quelle est la manière de l'autre de manifester son amour. Parce que très souvent, on donne à l'autre ce qu'on voudrait recevoir et l'autre nous donne ce qu'il voudrait recevoir et du coup, il n'y a rien qui va. Donc, c'est aussi de pouvoir dire à l'autre, regarde, moi, j'aime bien quand tu fais ça, ou ça me touche quand tu fais ça, ou j'ai besoin de ça pour sentir ton amour. Et toi, de quoi tu as besoin pour sentir mon amour? Ça peut être une façon de remettre du lien. Quand on n'arrive pas en effet à le trouver comme on voudrait, ça peut être une autre façon de remettre du lien. Oui. Il y a Catherine qui nous remercie et qui doit s'en aller. Merci à toi, Catherine, pour toute ta présence ce soir. Et Sandrina qui dit « Comment faire pour les aider à changer quand le manque d'affection et de démonstration nous manque terriblement ?» Alors, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, normalement, on peut repérer un élément dans cette question qui est comment faire changer l'autre. Oui. Donc, le style d'attachement, c'est pas si simple que ça. Hein. Comment dire, je schématise, mais quand on a envie de faire changer l'autre, très souvent, et pour qu'il montre plus, c'est très souvent qu'on est dans un attachement anxieux. Oui. Nos besoins ne sont pas nourris. Et donc, pour répondre à cette question, je crois qu'on ne peut pas faire changer l'autre. Non, je ne crois pas. Ou alors, par ruissellement, il peut changer parce qu'on s'occupe de soi. Oui, mais pas parce qu'on a arrêté de vouloir qu'il change. Exactement. On a arrêté de vouloir pour lui. C'est au moment où il change. Ouais. Qui commence à changer. Quand on lâche le contrôle, un truc magique qui peut se passer, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie là-dessus, mais il peut se mettre à changer. Peut-être qu'on peut faire un petit sondage pour savoir quels sont votre langage de l'amour. Alors, on a dit les cadeaux, la tendresse, les gestes tendres. Oui. Non, je peux pas. Si. Les services rendus. Les moments de qualité. Et les mots d'amour.
Oui, je crois que tu l'as déjà dit, mais oui. Non, oui, là dans... Attends. Hop. Ok. Hop, comme ça, quelle est votre manière dont vous aimez, à quoi vous êtes sensible Et vous pouvez aller dans sondage et répondre à la question. Voilà, j'aime bien faire des petits sondages comme ça. Ok. Il y a Nanou qui nous dit geste tendre et cadeau. Catherine qui nous dit quand je me suis occupée de moi, il a repris sa liberté. C'est en effet un des risques. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de garantie. Et c'est que si tu étais seule à porter la relation, peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas au bon endroit. Les mots d'amour, moments de qualité, cadeaux, tendresse. Catherine qui dit les moments de qualité, de vraie présence, d'accueil. Oui, il peut y avoir plusieurs langages de l'amour, bien sûr. Oui. On peut être sensible à plusieurs et en manifester aussi de plusieurs façons. Et du coup, la personne qui posait la question, Sandrina, là, sur le comment faire changer l'autre, nous dit où il est effrayé par nos changements. Absolument. Ça Oui, peut oui. Ah oui, ça peut être déstabilisant à certains moments, puisque comme vous ne faites plus comme il a l'habitude, ça peut être assez troublant. Oui. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer à la fin, mais il peut y avoir un temps où c'est déstabilisant. Et en même temps, c'est ça qui va faire bouger l'autre. C'est qu'à un moment donné, parce qu'il est obligé de retrouver d'autres façons de répondre à vous répondre à vous et donc à être dans la relation, ça permet de bouger. Oui. Et alors, je vois que du coup, vous êtes nombreux à en avoir plusieurs et c'est intéressant peut-être de regarder en face de vous, dans votre entourage, ce qui touche les gens qui vous entourent parce que c'est un moyen de se rejoindre en fait. Quand on comprend le langage de l'amour de l'autre, on peut plus facilement se connecter. Ouais. Et il y a Rénal qui pose une question sur la sexualité. Je dirais que ça fait partie des gestes tendres. Oui, oui, oui. Et que c'est aussi un langage de l'amour, en effet, qui n'est pas explicitement énoncé. Mais c'est une bonne question. Ok, bon. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire, Céline, sur est-ce qu'il y aurait écoute, tu vois, il y avait une question qui était tout en haut, ça me revient et je crois pas qu'on l'ait abordée, mais elle est hyper intéressante parce que moi, c'est pas encore très simple pour moi. Il y a quelqu'un, il me semble, qui demandait quelle est la différence entre l'amour et l'attachement. Ah oui, oui. Je crois qu'il y en a une, oui. Mais j'ai du mal à cerner laquelle. Je trouve que c'est pas simple de répondre à cette question. Je crois que l'attachement, ça permet, et c'est durable. Je vois ça comme quelque chose de durable, ça c'est certain. Et c'est ce qui permet après déjà d'être suffisamment en confiance dans une relation et ensuite de se déployer avec l'autre, mais de se déployer aussi dans tout un tas de domaines, d'aller explorer le monde, de devenir qui on est. Et ça se construit dans la constance, je dirais, l'attachement, il me semble. L'amour, j'y vois quelque chose de encore différent. Mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, parce que je la trouve intéressante, cette question. Dans l'amour, je vois quelque chose de très... Ça peut être durable, bien évidemment, et parfois ça prend plein de formes. Alors, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le sentiment amoureux? Là-dedans, je vois quelque chose de très... Parce que parfois on décrit dans le passionnel, quelque chose qui nous sort tout d'un coup de nos habitudes, de notre quotidien, qui donne de la saveur à quelque chose qui parfois en a moins. Enfin, mais c'est pas évident, je trouve.
J'aimerais savoir ce que toi, tu t'en penses. Comme ça, je dirais que l'amour, c'est un sentiment qui n'est pas comment dire? D'abord, qui peut être inconditionnel Oui, et qui n'exige rien, donc qui n'a pas de conditions et qui n'est pas obligatoirement concret ou dans la matière, n'est pas réalisé. L'attachement, c'est ce qui permet de réaliser l'amour, de lui faire prendre corps. c'est juste, ouais. Et en fait, d'établir un lien avec quelqu'un, et l'attachement comporte des conditions. C'est-à-dire que dans une relation amoureuse, on peut pas être dans quelque chose d'inconditionnel. Si l'autre me manque de respect de manière répétée ou a des comportements violents, j'ai beau avoir beaucoup d'amour, la relation n'est plus réalisable. Oui, oui. Elle doit s'arrêter. Oui, oui. Et j'avais un truc qui me venait mais qui m'échappe. Oui, et c'est ce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'amour, ça ne suffit pas toujours. Donc on peut aimer profondément quelqu'un et l'autre peut nous aimer profondément en retour, mais parfois les conditions ne sont pas réunies pour vivre cet amour, et donc Oui. pour moi l'attachement, c'est vivre cet amour. Je sais pas si Ça permet de l'incarner, de c'est l'éprouver. comme ça que je le verrais, mais Ok. je sais pas. Voilà. Ok. Il y a quelque chose ça me fait, enfin, pour moi aussi, il y a quelque chose de plus grand dans l'amour, comme tu dis. Et puis, c'est pas forcément d'ailleurs à éprouver que dans le cadre de la relation avec quelqu'un d'autre, peut-être. Tu vois, moi, je pense aussi à l'amour qu'on développe pour soi Oui, et qu'on cultive oui, pour soi, aussi. enfin, l'amour de la vie aussi. On peut mettre le mot qu'on veut. Moi, j'appelle ça comme ça. Il y a quelque chose d'un peu transcendant. Et donc, mais par rapport à ce que tu dis, ça me fait, enfin, je trouve ça assez juste. L'attachement permet à l'amour de prendre corps, de prendre, en tout cas, une certaine forme, de se manifester. Et dans ce sens-là, il y a Carole qui dit donc on peut aimer sans être attaché, mais être attaché sans aimer. Absolument, Oui. absolument. Mm. On peut aimer quelqu'un de loin et lui envoyer de l'amour tous les jours, sans être en relation avec cette personne. Mm. On peut être très attaché à quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est vrai. Merci Odile, à bientôt. Et puis il y a Sandrina qui nous dit le type d'attachement dans lequel on est situé dépend-il de notre éducation et du schéma familial dans lequel on a grandi? Ah bah pour moi oui, parce que en fait l'attachement biologiquement au départ c'est ce qui nous permet de survivre en fait. On a besoin de pouvoir s'attacher à une figure, on dit ça, une figure d'attachement et c'est souvent les parents ou en tout cas un substitut. Et donc c'est biologique. On est là aujourd'hui et on a survécu parce qu'on a pu s'attacher. Et après, cet attachement prend différentes formes en fonction de l'éducation, en fonction du parent que l'on a ou de la famille éventuellement que l'on a. Mais bien sûr, oui, c'est lié à... Ça prend racine dès l'enfance, dès la naissance même. Les styles d'attachement insécure, alors après, il y a une graduation sur le degré d'insécurité. Oui, Et le degré, par exemple, du côté anxieux ou du côté évitant, c'est plus du moins jusqu'au plus. Ça, c'est aussi lié avec les psychotraumas. C'est-à-dire que quand on a vécu des choses traumatiques dans l'enfance et de manière répétée avec des parents qui soit n'étaient pas disponibles, soit étaient maltraitants, soit vivaient une maladie ou avaient une incapacité particulière à ce moment-là, alors l'enfant va développer un attachement insécure.
c'est quand même très souvent lié à une instabilité, qu'elle soit de l'environnement ou du parent ou des parents. Et il n'y a personne qui est là pour prendre le relais auprès de l'enfant, et ça donne un style d'attachement qui est défensif, en fait, que ce soit du côté ou du côté évitant. C'est une manière de se défendre contre les insécurités et contre le danger. Et de continuer à survivre. Oui. Oui, bien sûr. Et où se situe, pour répondre à Nanou, la différence entre attachement et amour, comment savoir? Alors, on a essayé d'y répondre. Même pour nous, c'est pas des questions forcément c'est pas évident. Je crois que c'est un curseur, et je crois que c'est d'être de plus en plus attentive à soi et à ce qu'on ressent et à où est-ce que ça se situe dans son corps en termes de sensations. Et comme tu le disais aussi, Céline, dans quelque chose de l'ordre de la durée. Est-ce que c'est des shoots émotionnels, et à chaque fois que je suis au contact de cette personne, je prends un shoot émotionnel, et puis derrière je suis pas bien du tout, et puis si je suis pas au contact pendant quelques jours, bon bah ça s'estompe, et voilà. Enfin, après c'est à vous de trouver votre manière d'aimer, d'être de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Oui. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est pas simple de répondre à cette question. Alors là, tu réfléchis en même temps, mais... Alors, il y a Catherine qui nous dit l'attachement pour quelqu'un aurait quelque chose à voir avec un lien entre deux personnes, et l'amour, je crois que c'est quelque chose comme un noyau qui émane plus large que le couple des deux. Il y a quelque chose de plus que nous dans l'amour. C'est très joliment dit, ça. Oui. Il peut s'élargir à d'autres, les enfants, etc. Il est comme sans frontières. L'attachement relié, je sens ça comme ça. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose qui nous transcende dans l'amour, qui est plus grand que nous, qui nous dépasse, qui est vaste, qui est un peu, c'est l'alchimie. Il y a aussi quelque chose de magique qu'on n'explique pas. Si je peux dire pourquoi je t'aime, est-ce que je t'aime vraiment? Je sais pas. Je crois que ça s'éprouve. Oui, ça s'éprouve. C'est je t'aime et je sais pas pourquoi je t'aime. Ouais. Bon, c'était super intéressant en tout cas. Les questions là commencent à s'essouffler, et Céline, si on a envie de prendre rendez-vous avec toi parce que tu es à Bordeaux. Oui. Donc, comment on fait si jamais on a envie de venir faire une séance à Bordeaux? Enfin, tu es à Bordeaux, mais aussi en visio. Tout à fait. Maintenant. Alors on peut prendre rendez-vous avec moi, soit par la voie classique avec mon numéro de téléphone, soit j'ai un site internet qui permet de prendre rendez-vous directement en ligne, et on peut prendre rendez-vous soit en présentiel, soit en visio, et je fais vraiment 50-50 les deux. Donc il y a une partie de la semaine où je suis dispo en présentiel et une partie où je suis dispo en visio. Et voilà, téléphone ou mon adresse ou ma plateforme de réservation en ligne, je vais y arriver. Et tu as un Insta où tu postes. J'ai Instagram, ouais. Céline, elle poste des citations qu'elle appelle Patient Poète. Et elle nous poste régulièrement des citations de patients qui sont très inspirantes. Donc, je vous invite à aller voir son Insta aussi, découvrir ça. Et je vous ai mis son site internet pour pouvoir prendre rendez-vous avec elle. Céline, c'est vraiment quelqu'un à qui j'oriente régulièrement des gens quand j'ai l'occasion de le faire, parce que j'ai toujours eu des super retours.
et je suis bien contente de les savoir auprès de toi et accompagnée par toi, parce que je sais que ça va aller pour eux. Ça me touche à chaque fois que tu me dis ça. Et je me sens toujours très honorée quand je sais que des personnes viennent de ta part. Ouais, vraiment, c'est super le travail que tu fais avec eux, donc voilà. N'hésitez pas à la découvrir un peu plus. Et puis moi, ce que je te propose, parce que je suis quand même très déçue qu'on n'ait pas pu faire ces coachings en live, donc c'est que je m'occupe du souci technique et que je te réinvite d'ici 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Avec grand plaisir. Un autre sujet pour échanger ensemble, parce que de toute façon, j'adore toujours nos échanges, et qu'on puisse faire ce qu'on avait prévu ce soir d'ici quelques temps. Voilà. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Là, j'ai adoré le format. Je trouve que c'est hyper, c'est trop bien, c'est interactif. Chaque personne c'est nourrissant. J'ai passé un très bon moment, donc avec grand plaisir. Et moi aussi, de toute façon, tu sais que j'aime nos échanges et ça aussi, ça me nourrit beaucoup. On passe toujours un bon moment. Génial. Eh ben super. Donc, je vous préviendrai pour la venue de Céline dans l'émission, et on pourra faire du coaching toutes les deux, parce qu'en plus on est formés à la même pratique toutes les deux, à la dynamique émotionnelle, qui est une pratique qui dépote. C'est aussi pour ça que moi j'ai ce style-là, cette personnalité. Voilà, il y a ma personnalité évidemment, mais que j'ai un style un peu cash dans ma manière de pratiquer. Et je sais que tu as le même, avec beaucoup de douceur et en même temps de bousculer aussi les gens quand c'est nécessaire. Et voilà. Donc je vois qu'il y a plein de messages d'amour qui s'affichent dans le chat. Vraiment, merci beaucoup à vous. Oui, merci beaucoup. Était là ce soir. Il y a plein de messages super chouettes. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous faire vos retours, parce que ça va m'aider à pouvoir construire la suite, parce que ce sera toutes les semaines à 20h. La semaine prochaine, je vais accueillir Anna Adela qui a écrit 2 livres sur l'amour, et c'est sur le thème de pouvoir d'apprendre à nouveau à s'émerveiller de la vie. Donc ça va être génial. Et puis avant de terminer, Céline, on a une petite citation, parce que ça c'est mon rituel à moi que j'adore et que j'ai envie de reproduire ici. Donc quelle est ta citation? Alors écoute, il y en a plein. Moi, j'adore la poésie, mais il y en a une qui m'a touchée là aujourd'hui, donc je te la partage. Après, je la partage à chacun, et puis chacun en fait ce qu'il veut. C'est une citation d'Honoré de Balzac. Si je dis pas de bêtises, dans son livre, c'est dans son roman la jeune fille de 30 ans. Et cette citation, elle dit « L'amour a son instinct. Il sait trouver le chemin du cœur, comme le plus faible insecte marche à sa fleur, avec une irrésistible volonté qui ne s'épouvante de rien. » Oh, c'est beau. De Honoré de Balzac. Magnifique, merci. Tu peux nous la relire? L'amour a son instinct. Il sait trouver le chemin du cœur, comme le plus faible insecte marche à sa fleur, avec une irrésistible volonté qui ne s'épouvante de rien. Waouh, magnifique. Super, merci. Et alors, la mienne est beaucoup plus courte. C'est de Jacques Salomé, qui est courte et percutante. Toute rencontre nouvelle est susceptible d'éveiller l'impensable. Ah, magnifique. Allez rencontrer
Voilà, et allez vivre des choses autour de vous. C'est le plus important. C'est de remettre de la vie, du vivant, de l'amour, de la joie. Ouais. Et c'est aussi pour ça que je fais cette émission Oser parler d'amour. Ça me tient à cœur parce que c'était pas une chose évidente pour moi de parler d'amour. Je reviens de loin. Je vous en parlerai certainement à un autre moment. Mais je suis ravie d'aujourd'hui pouvoir le faire. Voilà. Alors Et on est ravis que tu le fasses. Et ben merci. Est-ce que tout le monde en profite? Merci Céline, merci à tous. Avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.